Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais comparer Centaurus, donc c'est la stratégie que j'ai montrée avec ses soi-disant 98% de taux de réussite, et un certain Flipper. Alors dans la vidéo vous allez voir que je parle de stratégie, la stratégie Flipper. Non, non, c'est pas une stratégie. Flipper est le nom d'une personne. Et déjà je vais vous expliquer en préambule qui est cette personne et pourquoi elle s'appelle Flipper. Flipper, c'est le surnom qui a été donné à un trader qui s'appelle Paul Rotter, qui a eu une technique un peu violente sur les marchés, parce qu'en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il achetait une énorme quantité d'actions. Ça créait donc du coup un mouvement, ça attirait en fait les investisseurs parce que c'était visible. Et lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il revendait juste après, quand il y avait déjà ce mouvement haussier quelque part déclenché par lui-même. Et donc ça faisait ce qu'on appelle un flip en anglais, donc des petits rebonds. Et lui, en fait, il gagnait sur ces rebonds. Bon, c'est le genre de mec qui a quand même gagné entre 60 et 75 millions de dollars par an. Ouais, bon après, il jouait pas avec un compte à 100 euros, d'accord, mais quand même pas mal. Et donc, pour vous expliquer cette vidéo, j'avais un article qui s'appelait Flipper, j'ai pas regardé le détail, et dans cet article, j'ai vu qu'on parlait de la stratégie la même que Centaurus. Donc du coup, j'ai dit, oh, la stratégie Flipper, super, ça parle de la même chose, et on peut gagner jusqu'à 75 millions, bon, avec le bon capital de départ. Et en faisant l'article et en me renseignant quand même un petit peu, mais un peu tardivement, puisque c'était après avoir tourné la vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain Paul Rotter derrière et que l'article présentait 3 stratégies, dont celle que j'ai appelée Centaurus. C'est pas forcément les stratégies qu'a utilisé ce Paul Rotter, ce flipper. Donc attention, voilà, les articles des fois ils disent tout et n'importe quoi, ils prennent un espèce de support pour vous vendre quelque chose derrière, ou en tout cas pour mettre en avant des stratégies soi-disant miraculeuses. Bon, on a vu que Centaurus, au niveau du miracle, il y a des choses à revoir, mais là, voilà, donc je vais vous faire un petit topo sur qui est Paul Rotter, déjà pour commencer, hein, ça vous aidera à vous coucher moins bête, comme moi d'ailleurs ça m'a fait. Et puis ensuite, je vous ferai la petite comparaison et surtout, je vais vous expliquer comment bien interpréter une stratégie. Je prends Centaurus comme un support, mais on peut le faire pour n'importe quelle stratégie. Et vous allez voir que vraiment, il faut faire extrêmement attention à ce qui est dit sur Internet. La majeure partie, allez, on va dire 80% facile des stratégies qui sont montrées, on ne doit jamais prendre sur une flèche. La flèche, c'est une indication. D'ailleurs, je vous rappelle que ça s'appelle un indicateur. Donc attention, faites gaffe, un indicateur ne fait que indiquer, et après c'est au trader d'analyser. Je vais tout vous dire derrière, vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Bon alors, commençons. Qui est ce Paul Rotter, ce fameux flipper? Paul Rotter, surnommé The Flipper, est une figure légendaire du monde du trading, notamment sur les marchés de futurs obligataires allemands. C'est un petit gars qui est né en République tchèque, puis il a déménagé en Allemagne vers l'âge de 9 ans. Bon, je vous raconte pas son enfance, hein, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a acheté sa première action pendant l'école dans le cadre d'un devoir et il a participé à des concours de trading scolaire. Chose qui ne se fait pas en France, mais en Allemagne et en Autriche par exemple, il y a vraiment une culture du trading qui est beaucoup plus évoluée que chez nous. Ensuite, il a commencé sa carrière avec un stage dans une boîte à Munich, et puis il a travaillé aussi pour la Dutch Börse. Alors, désolé, c'est l'ancêtre de l'Orex. Bon alors, faut pas rêver, hein, quasiment comme tous les traders qui ont débuté, il a quasiment tout perdu dans ses premiers trades personnels. Voilà, ça déjà, c'est fait, on se sent moins seul. Et puis ensuite, il a commencé une carrière comme trader junior. Donc il a commencé à travailler sur le DAX, puis il s'est spécialisé un peu dans les obligations allemandes. Chose qui est particulière, c'est qu'il n'a connu aucun mois perdant pendant ses 3 premières années. Aucun mois perdant. Ensuite, en 98, il cofonde Greenhouse Capital Management à Dublin, qui passe de 1,3 million à 6,5 millions de dollars en seulement 3 mois. Et en 2001, il fonde le Rotter Invest à Zurich, à Zug, en Suisse. Bon voilà, tout ça c'était pour présenter un peu le personnage. Maintenant, d'où vient ce surnom, le flipper? Eh ben c'est très simple. Rotter s'est spécialisé dans le trading à haute fréquence, ce qu'on appelle le THF.
Donc ce qu'il fait, c'est qu'il place un très très gros ordre d'achat ou de vente à un prix spécifique. Ce gros ordre attire beaucoup de gens parce que ça se voit sur le carnet d'ordre. Donc du coup, tout le monde va s'accrocher à ce prix-là, à cette position. Et quand le marché arrive sur ce prix, juste avant, il retire, il annule son ordre. Et ce qui fait qu'il reste quoi? Il reste tous les suiveurs qui se sont accrochés à cette position qui était a priori énorme. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend la position inverse. En fait, qu'est-ce que ça fait? Tout simplement, il va profiter de la fluctuation qu'il a lui-même créée en attirant les gens sur ce niveau de prix. Voilà, donc vous allez me dire, bon ouais, on peut faire ça de temps en temps, c'est pas mal quand même comme idée, faut avoir du capital quand même. Sauf que ce personnage, il fait jusqu'à 180 000 situations identiques par jour. Combien? 180 000 par jour. Et du coup, il gagne entre 65 et 78 millions par an. Voilà, voilà le personnage. Et donc tout le monde savait qu'il y avait quelqu'un sur les marchés qui jouait à ça. On l'appelait le flipper. Et il y en a un qui flippe à chaque fois, il fait flipper le marché. C'est le flipper, le flipper. Et un jour, pendant une conférence, quelqu'un a dit « t'as vu, il y a quelqu'un qui fait ça, c'est qui, c'est qui, c'est qui ?» Mais qui est, je crois que c'est un certain Paul Rotter. Et en fait, il était assis à la conférence et il a dit oui, c'est moi. Voilà. Bon, il n'a pas été forcément apprécié par les traders parce qu'en fait, il jouait du marché en faisant des fausses attentions sur le marché et ça a attiré, beaucoup de gens ont perdu de l'argent pendant que lui, il a engrangé des gains. Bon, voilà pour la petite histoire. Maintenant, je vais vous expliquer la différence qu'il y a entre Centaurus et ce que moi j'ai appelé dans la vidéo la stratégie flipper. Comme je vous ai dit, c'est pas une stratégie, c'est un personnage, mais l'article parlait de ça et faisait le mélange de flipper entre les stratégies et le personnage. Donc je me suis fait avoir, j'ai lu l'article un peu rapidement et du coup j'ai tout mélangé. On fera un petit bilan à la fin. Bon alors nous voilà sur les écrans et on va parler de la fameuse stratégie Centaurus que je vous ai montrée. Alors si vous êtes bien attentif, vous allez voir que beaucoup de déclarations d'ouverture et de fermeture déclenchent des positions à perte. Là par exemple on voit, on prend à l'ouverture, on perd. On prend, on perd. On prend, on perd. Ça n'a pas de sens. Je sais. Vous inquiétez pas, je sais. N'empêche que cette stratégie, c'est vrai que sur le coup, quand je l'ai codée, je me suis dit, mince, c'est vrai que c'est complètement ridicule. Tout ce que l'on voit, en fait, on le perd. Enfin, tout. Pas tout, mais en tout cas une grande partie. Et ça ne m'a pas plu parce que je veux bien que des vidéos vendent des stratégies à 98% de taux de réussite, mais là, on est très loin des 98, on est même plutôt vers les 8% à tout casser. Donc, ça m'a embêté. Ça m'embêtait, donc j'ai regardé encore une fois la vidéo d'origine, j'ai essayé de vraiment bien comprendre, j'ai vu 2-3 petites bricoles, et puis je me rappelle que j'avais un document qui était sur mon bureau, qui parlait aussi d'une stratégie, en tout cas qui parlait d'un trader, qui était très particulier, qui s'appelait Paul Rotter, qui a gagné en faisant du scalping entre 7 et 8 millions de dollars, voire qu'il est monté à 70 millions, je crois. Si on cherche sur le net, on trouve qu'il y a environ 70 millions de gains en faisant du scalping. Et donc j'avais cet article, et la preuve, je l'ai ici, il est là, et c'était une interview donc de Paul Rotter, et il présentait une stratégie, en tout cas 3 stratégies, qui s'appelait Flipper. C'est pas le dauphin là, c'est la stratégie. Donc, ok, je regarde. Alors, première stratégie, alors je vous mets des copies à l'écran au fur et à mesure que je scanne sur le document. Première stratégie, ça utilise le Howson Oscillator. Bon, ok, différentes choses avec des droites, tout ça. Bon, je vous passe le détail. La deuxième stratégie, mais dites voir, la deuxième stratégie, c'est quoi? C'est des scalpings avec 3 moyennes mobiles, 8, 13 et 21 périodes, et le MACD. Dites-moi, ça ressemblerait pas au Centaurus? Alors oui, d'accord. 8, 13 et 21. Alors que moi, je vous présente 8, 5, 8 et 13. C'est pas les mêmes périodes. Ouais, mais dans l'article, en fait, le titre, c'est 8, 13 et 21. Mais dans le texte, c'est marqué 5, 8 et 13.
Ce monsieur qui s'est fait, entre 65 et 78 millions annuellement, ouais, parce que voilà, annuellement, pas mal, hein, au niveau des gains. Bon, je pense qu'il est pas parti avec un compte à 100 € quand même, hein. Mais il a utilisé, ou en tout cas c'est ce qui est mis dans l'article, il a utilisé cette méthode-là. Et cette méthode, elle est bizarre parce qu'effectivement, si ce mec-là, en faisant du scalping, il s'est fait un petit capital, on va dire, hein, pourquoi en faisant la stratégie, en la codant, je ne trouve pas les mêmes résultats? Alors, je ne veux pas 78 millions, 70 me suffira largement. Mais n'empêche que là, en codant tout bêtement la stratégie, ça ne fonctionne pas. Par contre, qu'est-ce qui ne fonctionne pas exactement? Eh bien, en fait, c'est simple. La prise de position, si on regarde ici, je vais prendre le curseur que j'ai perdu, il est là. Voilà. Si on regarde ici, on a toutes les conditions. On a les trois moyennes mobiles ici qui se croisent à la hausse, et on a le passage, donc le croisement du signal et du MACD, et puis le MACD qui passe au-dessus de 0. Si on regarde bien ici, je vais me mettre un petit peu à gauche, on va bouger tout ce petit monde-là, voilà. Donc, on regarde ici, le MACD, il passe positif. Super. Il passe positif, et puis il fait sa petite vie au-dessus, ce qui prouve, en tout cas en prenant cette information de MACD, qu'on est dans une situation de marché haussier. Bon, a priori, c'est pas faux, puisqu'on voit que le marché, il monte graduellement. Et si on prend la condition de clôture, et c'est là, je pense, où on a un petit problème, la situation de clôture, c'est quand les moyennes mobiles se croisent un peu dans l'autre sens. Oui, donc effectivement, là, on a eu une poussée et une correction. Une poussée, une correction, une poussée, une correction, une poussée, une correction. De toute façon, le marché, il fait que ça. Il pousse, il se corrige, il pousse, il se corrige, jusqu'à temps d'être essoufflé et de partir dans un autre sens ou d'être flat. Donc, si on prend la condition de clôture, effectivement, on est perdant. Par contre, si on prend que la condition d'ouverture et que la condition de clôture, on la conditionne par autre chose. Je ne sais pas quoi encore, hein, mais autre chose. Dès que le MACD devient positif, on ouvre une position et le stop est ici. Donc on ouvre là et le stop il est là. Un stop à environ 150 points. 150 points, si on ferme quand le MACD passe en dessous, on est à 300 points. Donc on a fait x2. C'est un premier pas. Maintenant, l'autre solution, c'est que dès que le MACD est au-dessus et dès que le MACD et le signal se recroisent dans le sens positif, parce que là on est à la hausse, hein, à ce moment-là, on peut potentiellement reprendre ou enrichir, ou donc renforcer la position. Donc ici, là, on pourrait potentiellement reprendre un lot, et là en fait il est ici, hein, et là c'est une taille de 75. C'est déjà 2 fois moins que l'autre. Et puis rapidement, on arrive ici. Là, on recroise ici, on pourrait potentiellement reprendre. Effectivement, on a une poussée à la hausse. Ici, on pourrait reprendre. En fait, on se rend compte que il y a la condition d'ouverture générale, on va dire. Donc, dès que le MACD passe au-dessus, là, c'est une condition, c'est une situation vraiment où on pourrait potentiellement voir à la hausse. Et puis, on a tout plein de petits renforts potentiellement intéressants. Donc, je pense que Centaurus, je vais la changer, je ne sais pas encore comment, hein, mais je vais le modifier. Je vais garder les conditions d'ouverture parce que je pense qu'elles sont bonnes quand même. Peut-être que les conditions du stop, faudra revoir. Mais les stops trop courts, j'en ai pris dans ma carrière et à chaque fois je me suis fait sortir. Donc c'est pas la peine de prendre un stop trop court. Il faut prendre un stop qui nous garantisse un niveau de perte maîtrisé. Et puis on s'arrête dès qu'on est même à Mach 1, enfin bon, ça veut dire du ratio de 1 pour 1, on s'en fout, mais dès qu'on voit un risque potentiel et qu'on est positif, on ferme. On ne se demande pas, on fait du scalping, c'est une stratégie de scalping. Donc même si on gagne 1 pip ou 2 pips, c'est ça. Le scalping, c'est vraiment ça. Donc voilà, donc je pense que ici, les situations, enfin les conditions de sortie des positions sont à revoir. Parce qu'effectivement, là on voit que ça ne va pas du tout. Et justement, ici, on a des situations où le MACD frôle vraiment la ligne 0. Et quand ça frôle la ligne 0, c'est qu'en fait le marché, alors il n'est pas flat, on va dire qu'il est incertain. Donc on ne sait pas trop où ça va aller.
Là, je pense qu'il y a des conditions à faire pour, pour essayer de ne pas prendre des trades quand le MACD il est vraiment autour du zéro. Je vais vous trouver des situations où c'est... Bah tiens, regardez là, par exemple ici, voilà, ça oscille. Voilà, c'est autour du zéro, là, toute cette partie-là, on est vraiment dans une zone de range. Une belle zone là, ici, de là à là. Je vais vous le faire avec un petit rectangle, voilà. Tout ça, on va dire quand même que c'est un petit peu du range, hein. Et là, le MACD, bah, il passe en dessous, dessus, dessous, dessous. Enfin, il ne sait pas trop où il va, quoi. Et donc là, il y a peut-être quelque chose à faire pour s'affranchir de toutes ces zones où là, on va se faire sortir et on va perdre des positions régulièrement. Mais bon, c'est comme d'habitude, ce sont des stratégies de tendance, donc de début de tendance. Et si on n'a pas des garde-fous pour éviter les zones de range où on va avoir une stratégie de tendance dans une zone de range, ça va pas le faire, hein. C'est comme si vous mettez un maillot de bain pour aller au ski, hein. Ou l'inverse, une combinaison pour aller faire de la plongée. Combinaison de ski, évidemment. Donc non, non, faut être cohérent, et je pense que là, il y aura peut-être un filtre à faire. Je sais pas encore comment, mais en tout cas, il y aura quelque chose à faire. N'empêche que ce petit bonhomme, là, Paul Rotter, là, qui se fait des millions là, dans notre dos, hein, il a cette stratégie. Donc, je pense qu'elle est valable. Je sais pas encore comment, il faut que je regarde vraiment les détails. Parce que les conditions d'ouverture, elles sont là, les conditions de fermeture, c'est quand le MACD croise dans l'autre sens ou quand la ligne EMA, donc la ligne rouge, croise les autres. En fait, c'est exactement ce qu'on a fait. Sauf que, voilà, moi, il y a des trucs qui me dérangent un peu. Bref, et la troisième stratégie qu'il utilise, c'est avec le CCI et le MACD encore, où là, par contre, c'est des lignes de tendance, des divergences, c'est un peu plus particulier, c'est plus difficile à faire au niveau logiciel. Parce que c'est du graphisme, et c'est plutôt de la logique floue, généralement, quand on fait ça, enfin, c'est plus particulier. N'empêche que là, on a quelque chose d'intéressant. Première chose d'intéressante, c'est que quand j'ai mis l'indicateur, j'ai figé les moyennes mobiles. J'ai forcé, alors je reprends le document, parce que bien sûr, j'ai oublié, voilà. J'ai forcé 5, 8 et 13. Dans la vidéo, je vous le dis, hein, c'est 5, 8 et 13. Mais si on veut être ouvert, c'est-à-dire que là, c'est la même stratégie, sauf qu'il y a un article qui dit 8, 13 et 21. Donc tout bêtement, dans l'indicateur, c'est le fameux indicateur Centaurus MACD, si on l'ouvre, paramètres d'entrée, j'ai aucun moyen de paramétrer les indicateurs. Donc là, on va devoir faire quelque chose. Enfin, je vais devoir faire quelque chose. Je vais rajouter tout simplement ici, je ne vais pas parler de EMA 5, 8 et 13, je vais parler des EMA, je sais pas moi, rapides, moyennes et lentes. Voilà. Et là, on va pouvoir rentrer les périodes que l'on veut. Donc soit on mettra 5, 8, 13 comme Centaurus, ou 8, 13, 21, ou je sais pas moi, 15, 20, 100, enfin bon, après vous faites ce que vous voulez, hein, c'est vous qui adaptez. Mais en tout cas, l'avantage qu'on aura, c'est qu'on pourra adapter les moyennes mobiles au marché et à la période utilisée, et surtout à votre style. Je ne veux pas, moi, faire un espèce d'indicateur qui soit figé. Moi, je veux vraiment donner quelque chose qui soit vraiment le plus souple possible. Alors même s'il y a une ligne directrice, mais tout le monde doit pouvoir changer les paramètres utilisés. Il n'y a que le MACD où là je vais laisser figer parce que le MACD c'est quelque chose que très peu de traders modifient. Il faut savoir que si vous modifiez les paramètres d'un indicateur et que vous êtes le seul à utiliser, par exemple, je sais pas, on va dire 8, 21, 15 pour le MACD, ça n'a pas de sens, 8, 21, 15, mais pourquoi pas. Mais si vous êtes le seul à utiliser ces trois valeurs-là, comment va réagir le marché? Vous seul, vous allez voir des signaux et vous seul, vous allez travailler sur ces signaux. Alors que si vous utilisez les valeurs par défaut, surtout pour le MACD, à ce moment-là, beaucoup de traders vont utiliser les mêmes paramètres, et ce qui fait que si jamais une opportunité arrive ou une situation arrive, beaucoup de gens vont réagir en même temps. Et vous, avec vos paramètres particuliers et personnels, vous risquez d'être complètement à côté de la plaque. Donc pour le MACD, on va le garder.
Les moyennes mobiles, c'est particulier parce que si le marché est vraiment très volatile, si c'est un marché asiatique qui part dans tous les sens, un marché forex, un marché gold ou un marché matières premières, des fois il y en a certains qui sont particuliers. Là par contre, on peut jouer éventuellement sur les moyennes mobiles. Sinon ici, j'ai rajouté quelque chose. C'est le seuil de validation MACD. Qu'est-ce que c'est que ce seuil de validation MACD? Alors, je sors de là et je vous montre tout ça. Ici, je me suis rendu compte, quand j'ai analysé un peu les différentes choses, que par exemple, là, j'avais une proximité de la ligne 0. Et que, alors il faudrait trouver vraiment un exemple un peu plus parlant. Ah, là, par exemple, là, c'est descendu en dessous, je vais vous zoomer quand même pour voir un peu mieux. Voilà. Alors, vous voyez ici le MACD, il descend, il passe en dessous, puis aussitôt au-dessus, puis en dessous, puis au-dessus. Bon, Pépère, il hésite un peu quand même. Je me suis dit, ce qu'il faut, c'est éviter ça. Là, quand on est en proximité, il faut vraiment, vraiment éviter. Et donc, je me suis dit ceci. Si on mettait un seuil ici, par exemple, si on considère que si le MACD ne va pas plus bas, par exemple que 0,00013, ou plus ou moins, hein, à ce moment-là, ça veut dire que le MACD n'est pas dans une zone où vraiment il va réagir et ça va vraiment repartir dans l'autre sens. Pourquoi pas? Donc là, par exemple, on est à 15, ouais, 0,0015 à peu près, plus 15 ici. Voilà, on va dire ça. On va partir sur ce principe. Là, vous voyez qu'on a des transactions pas vraiment géniales. À chaque fois que l'on croise, on prend, mais on se fait dégager forcément. Parce que vraiment, c'est pas un mouvement très très propre. À ce moment-là, ce que je propose, c'est d'aller dans les indicateurs. On ouvre ça, Edit, et ici, on va mettre 0,015. Et voilà ce que ça fait. Ça crée donc deux niveaux, niveau positif et négatif. Et si le marché, enfin si le MACD descend pas plus bas que ça, le prochain croisement, je l'ignore. Si le MACD va pas plus haut que ça, le prochain croisement, je l'ignore. Alors, il y a du positif et du négatif. En faisant ça, je me suis rendu compte que dès que le marché est vraiment incertain et qu'il oscille dans un truc complètement ridicule, là, à ce moment-là, je n'ai plus de détection. Ça, c'est très très bien. Par contre, forcément, la première détection, celle qui monte, alors après, il faudrait trouver un exemple un peu mieux, mais si vraiment ici, par exemple, regardez, tiens, là, c'est un très bon exemple. Si le MACD ici était descendu un petit peu plus bas, juste un petit peu, il aurait croisé la ligne 0 pour repartir. Ici, on aurait eu ici pas de détection, puisque le MACD était descendu, mais pas assez bas. Du coup, j'aurais raté cette détection ici de montée, et j'aurais raté toute cette opportunité. C'est un peu couillon. Voilà, la première opportunité, je la rate, donc c'est pas forcément une solution très intéressante. Après, par contre, je me rappelle que j'avais fait une stratégie sur je crois que c'était sur le CAC 40 ou le DAX, que j'ai perdu en plus, c'est couillon, où j'avais travaillé sur le MACD, et j'avais fait tout un algorithme en fait qui prenait aussi une zone autour, j'avais vraiment regardé par rapport à une unité de temps, et le MACD, et j'avais repéré que quand le MACD, oui, passait, alors pas la ligne 0, il y avait une espèce de no man's land comme j'ai fait là, mais il fallait que ça passe au-dessus. C'était pas la ligne 0 qui déclenchait, moi. C'était quand c'est vraiment au-dessus. Et typiquement, si je prenais là, je prenais. C'était mon détecteur. Et je regardais vraiment le signal pour voir qu'il était vraiment... Alors, je ne sais plus vraiment ce que j'avais fait, hein. Franchement, c'est bête parce que j'ai vraiment perdu quelque chose de très intéressant. Mais il y avait un espèce d'algorithme autour d'une zone no man's land, comme je pourrais appeler, autour de la ligne 0 avec le MACD et 2-3 conditions supplémentaires. Et là, on pourrait effectivement avoir quelque chose qui évite en fait les petits rebonds autour de 0, par contre qui prend quand le MACD passe vraiment franchement au-dessus, et là on a une vraie envolée. Peut-être qu'on pourrait mettre d'autres indicateurs, alors soit le RSI ou l'ADMI, l'ADX, que je trouve très bien parce que ça montre la force, l'engagement en fait des investisseurs.
Donc on pourrait aussi mettre l'ADX pour regarder dès qu'on a une forte pression acheteuse ou vendeuse, donc ça on a vraiment du monde sur les marchés, et qu'on a le MACD qui passe vraiment au-dessus de cette zone, dire ben, là je prends. Alors vous allez me dire, ben, on n'est plus dans la même stratégie. C'est pas faux. C'est pas faux et c'est le problème quand on analyse une stratégie. Pourquoi c'est le problème? Mais parce que moi j'en ai fait des milliers de stratégies. Franchement, j'en ai fait des milliers. Parce que là, je prends cette stratégie, 3 moyennes mobiles, plus le MACD. On regarde, on se rend compte que les détections sont pas forcément aux endroits qu'on aimerait ou qu'on aurait pu avoir meilleurs en tout cas. Je parle pas des clôtures, hein, je parle des détections. Voilà, il y a des trucs qui sont intéressants, comme là par exemple, c'est très bien, là on se fait dégager, ici on se fait dégager, là on se fait dégager, ici on se fait dégager, enfin bon, on se fait quand même pas l'Amérique, hein. Et il y a peut-être quelque chose à faire. Dans ce peut-être quelque chose à faire, c'est un peu insidieux. Pourquoi je vais vous le dire? Parce que on est parti sur 3 moyennes mobiles et le MACD. C'est des outils qu'on a trouvés dans des articles, il y en a quand même 2 articles qui disent pareil. Bon, les 2 vantent les réussites et tout ça, mais ils parlent bien de 3 moyennes mobiles EMA et du MACD. Si on commence à dire, alors là, oui, mais là, si je rajoute l'ADX, à ce moment-là, j'aurai quelque chose. Mais là, si je rajoute le RSI, c'est pas mal. Si je rajoute les bougies Heikin-Ashi, c'est pas mal. Là, il y aurait bien un ratio Fibonacci. On n'est plus du tout dans la stratégie d'origine de 3 moyennes mobiles plus le MACD. Et c'est là le danger quand on crée une stratégie, quand on travaille sur une stratégie. La stratégie, généralement, tout ce que vous trouverez sur le net, c'est des stratégies qui sont vantées plus ou moins bien, mais c'est des stratégies qui malheureusement on doit adapter. Alors soit par des filtrages en plus, et qui dit filtrage en plus dit potentiellement ajouter d'autres indicateurs, d'autres contrôles. Et c'est le problème. C'est le problème parce que vous avez une base de stratégie, vous allez l'améliorer ou la changer tellement que la stratégie d'origine n'aura plus rien à voir. Alors, c'est pas très grave quelque part. Si vous arrivez en partant de ça, de créer une stratégie qui fonctionne, pourquoi pas, hein. Le but c'est de faire quelque chose vraiment qui fonctionne. Mais voilà, faut vraiment savoir que il y a un danger quand on prend une stratégie et qu'on veut se l'adapter et qu'on veut ajouter des choses. Je sais pas quoi vous dire d'autre à part que ici, que ce soit Centaurus ou Flipper, hein, comme ils ont mis là, hein. Flipper, j'aime bien le nom. Ouais, Flipper, rigolo. Hop, c'est là, Flipper. Faudrait voir ce que l'on pourrait faire. Généralement, il y a quelque chose qui est intéressant dans ces traitements-là, ce que les traders ne disent pas. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'ils veulent cacher quelque chose ou parce qu'ils omettent tout simplement les choses qu'ils font habituellement. Vous savez, quand on conduit une voiture, par exemple, quand on apprend à conduire, on a les leviers de vitesse, le pied droit, le pied gauche, enfin pour ceux qui ont des vitesses avec les manettes, les boîtes manuelles. On a le levier de vitesse, on a le volant, on a les commodos, on a les clignotants, le rétro intérieur, extérieur, droite, gauche. Bref, on a mille et une choses à penser. Et d'ailleurs, c'est pas facile. Voilà, parce qu'on a toujours, on est crispé, on a le volant, on a les autres conducteurs, on a les passagers, on a les passants, on a les tours. C'est le bordel et on se dit qu'on n'y arrivera jamais. Et puis au bout de quelques années, ça va très très vite, on passe les vitesses sans même y penser. On a les pieds sur les pédales sans même y penser. Et en fait, on fait beaucoup de choses par automatisme. Le trader, c'est pareil. Au début, on va lui dire, bah là, t'as vu, là, t'as une bougie verte avec une grande mèche, là, celle-là, elle est intéressante. Et après, t'as une espèce de bougie, grosse bougie rouge qui descend. Ça veut dire, elle avale complètement les bougies vertes précédentes. Là, ça veut dire que tu as peut-être une position en price action qui peut être baissière. Et effectivement, on a après une espèce de correction et après ça redescend. Conclusion, on pourrait acheter, le stop on le met là et on attend tranquillement que le croisement arrive ici des moyennes mobiles et du coup on ferme et on est positif. On n'est pas sur du MACD là, hein. On n'est pas sur des moyennes mobiles. Enfin, si, un petit peu pour la clôture, mais globalement,
on est sur du price action. Et les traders travaillent beaucoup sur le price action. Vous avez une bougie comme ça qui est un petit doji. Attendez, je vais vous faire un petit zoom là parce que c'est un peu la misère. Voilà, ici vous avez un combiné, ici. Un combiné qui peut, c'est du conditionnel, qui peut initier une tendance baissière, un mouvement baissier qui est validé, on a une correction et c'est quand ça repart à la baisse où l'on peut dire on prend ici avec un stop et on laisse aller. Et effectivement, ça fonctionne. Ici, vous avez une espèce de marteau inversé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Là, vous avez... qu'est-ce que vous avez d'autre? Oui, il y en a plein de choses comme ça. Bon, là, on oublie, ça à mon avis, c'est news. 12h30, ouais, ça, c'est news, à tous les coups. Bref, les traders vont avoir une stratégie qui va leur montrer une flèche. Ok, la flèche est là. Maintenant, regardons le marché. À quoi il ressemble? Est-ce qu'il y a une résistance? Est-ce qu'il y a un support? Est-ce qu'il y a une ligne de... Est-ce qu'il y a une ligne oblique? Est-ce qu'il y a le rebond sur quelque chose? Est-ce qu'il y a un ratio Fibonacci? Est-ce qu'il y a des points pivots? Voilà. C'est des questions à se poser qui sont purement mathématiques et qui sont valables pour le trader qui est habitué à lire les marchés. Et c'est pour ça que quand je fais ici des indicateurs avec des flèches par rapport à une stratégie, c'est une information. C'est pas une incitation à ouvrir une position, non, c'est une information. Et le trader, après, regarde cette information, analyse le contexte et dit oui ou il dit non. Voilà, c'est très important. C'est très important. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est très très important. Là, par exemple, vous avez une flèche qui baisse, là. Vous avez eu 4 petites bougies rouges, là. C'est petit. Vous avez ici un contexte avec ici une espèce de ligne de résistance. On voit le marché qui tape une fois, deux fois, trois fois. Est-ce qu'il va repartir à la baisse? Oui, mais attention, parce que là, on avait ici un niveau qui était tapé environ 3 fois. Là, il y a 3 bougies qui touchent. Là. Et là, on vous dit, prends à la baisse en plein milieu de nulle part. Est-ce que vraiment c'est utile? Je ne sais pas. Par contre, ici, si vous prenez cette ligne-là, qui est donc une résistance, vous avez une ligne verte ici, une bougie verte, qui passe vraiment fortement à travers. Là, c'est intéressant. Et en plus, là, moi, je ne le vois pas parce que j'ai mis mes niveaux, mais si je retire les niveaux que j'ai mis, donc je vais ici, Edit, ici on met 0, ce qui va annuler complètement l'information. Voilà. Donc, ici, on se dit que vu le contexte, c'est une demande d'achat, enfin non, une demande de vente au milieu de nulle part. Donc celle-là, pourquoi la prendre? Il n'y a aucun intérêt. Par contre, là, je vais dézoomer. Voilà, c'était ici. Par contre, là, celle-là, elle casse carrément, elle casse avec violence, en fait, le niveau de résistance. Elle casse, là il y a une petite hésitation, là ça repart à la baisse, et bien en fait c'est simple. Ici vous avez eu une cassure qui a été corrigée, mais qui va vraiment pas plus bas que le reste. Et bien là vous pourriez éventuellement prendre ici, là, ici, vous prenez là. Vous avez un MACD qui est en situation haussière, on est passé au-dessus de la ligne 0. Vous avez des moyennes mobiles qui sont alignées en positif. Vous avez eu ici un ordre ici, enfin une détection de potentielle opportunité à l'achat pour cette stratégie. Là, vous avez eu le marché qui est revenu en arrière et ici, vous avez une espèce de chose qui repart. Je vais vous zoomer parce qu'à mon avis, il y a quelque chose à voir là. Moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est Fibonacci. Donc je prends le point bas, je prends le point haut. Et qu'est-ce qu'on voit? Alors, je vais vous mettre comme ça ma tronche, elle n'est pas trop devant, voilà. Ma tronche n'est pas devant, ok. Regardez là, le marché, j'ai pris le point bas, le point haut, il est redescendu et il s'est arrêté à 68,8. Ratio Fibonacci très connu, et comme par hasard, le marché s'est bloqué dessus avec des petites bougies hésitantes, après une espèce de poussée, mais en tout cas là, vous avez quelque chose ici, 1, 2, 3 bougies haussières, même si elles sont petites. Alors celle-là et celle-là hésitantes, par contre celle-là,
Les hauts sont de plus en plus hauts et les bas sont de plus en plus hauts. Et vous avez touché un niveau Fibonacci après cette espèce de poussée qui a été corrigée. Ah bah là c'est simple, hein. Voilà, je prends ici à la sortie de cette bougie là, le stop je mets en dessous, donc j'ai, allez, on va dire 45, 50 points, si on prend un peu de marge. 50, regardez, ici déjà, je suis à 200. J'ai déjà fait du 1 pour 4. En plus ici vous avez hop, un petit retour et une partie, donc là on pourrait éventuellement remonter le stop ici. Le stop ici, par rapport à mon prix d'ouverture, je suis bénéfice, donc mon break-even il est positif. Ici, puisque je suis positif, je peux réenchérir. Donc je repars sur cette bougie verte, là, pourquoi pas, je tente. De toute façon, si je perds rien, puisque je suis à break-even. Donc le tout, c'est d'investir ici au moins, enfin pas plus que le montant du break-even gagnant. Et puis ça repart. Ici, j'ai encore un retour. Là, j'ai une petite accélération, je peux reprendre encore. Donc j'enrichis encore ma position. Par contre, on n'en fait pas trop souvent quand même, hein. Donc là, par contre, ça redescend. Ça vaut le coup de mettre le stop ici au cas ça va plus bas. Effectivement, ça va plus bas. En tout cas, là, j'ai eu une position ouverte avec un tout petit stop. Et là, j'ai fait du 1 pour... qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ici, j'avais 50. On va dire que je ferme là à peu près. J'ai 4 points, 4 ou un ratio de 1 pour 4 ou 1 pour 5. Belle journée quand même, belle journée. Voilà, vous voyez, donc la détection, quand je mets une flèche ici, c'est un indicateur. C'est vraiment un indicateur. Et on peut travailler sur cet indicateur en prenant après le marché, le price action, parce que c'est lui qui va vous fournir éventuellement les informations complémentaires sans rajouter d'autres indicateurs. Non, la stratégie ici, elle a 4 indicateurs, 3 EMA et le MACD. Le reste, c'est que du calcul, que du price action, que du graphisme, et c'est ça qui va vous donner l'ensemble. On peut aussi travailler sur l'UT supérieur pour quelle est la tendance de fond. Si la tendance de fond elle est haussière, par exemple si on travaille sur du M15, on va travailler sur du H4 ou sur du H1 pour regarder si la tendance globale elle est haussière ou baissière. Si elle est haussière et qu'on a une opportunité de dire bah là, vent, on va se calmer, ça veut dire que globalement le marché va vers le haut, et toi tu me dis de vent ici. C'est joueur. En tout cas, vous pouvez le faire. Si vous êtes un scalper, vous vendez, et dès que vous êtes positif à 1 ou 2 points, vous achetez. C'est-à-dire que vous avez des micro-gains. Mais alors là, c'est un autre sport, hein. Par contre, si vous êtes dans une tendance globale qui est haussière, et que vous avez des opportunités haussières, là, potentiellement, ça vaut le coup de regarder. Voilà, bon, c'était juste une aparté par rapport à ce que j'avais montré sur Centaurus. Alors, j'ai pas eu beaucoup le temps de bosser sur ça, sur cette fonction, depuis que j'ai fait l'autre vidéo, parce que je m'occupe de Discord, du serveur. Ça prend un temps fou, je me fais aider, mais ça prend un temps fou quand même. Et puis, j'ai repris pas mal de code. Là, je vous avoue que je suis dans le code et oh, c'est la misère. J'ai retrouvé plein de vieux codes parce que je veux vraiment les remettre tout à niveau. J'ai plein de corrections, il y a plein d'impacts. J'ai viré des vieux indicateurs qui marchaient plus. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai travaillé sur 3 outils que j'ai testé, que je vais continuer de tester, que je vais mettre gratuit sur mon site. C'est pas encore fait, mais je l'indiquerai. De toute façon, je vous ferai une petite vidéo pour en parler. Voilà, enfin bon, j'étais beaucoup pris et j'ai pas eu le temps de faire autre chose. Cette vidéo, elle est un peu brouillonne, tant pis, hein, c'est boum, je vous la donne. Mais j'espère que ça vous apportera quelque chose. Surtout, comme je vous ai dit, si vous prenez, alors Centaurus, c'est une stratégie comme une autre, hein. Mais si vous récupérez une stratégie, faites extrêmement attention à la stratégie. C'est-à-dire, première question, quand a-t-elle été créée? Si vous voyez que des vieux marchés, que des trucs qui dataient des années 60 et tout ça, la dynamique des marchés n'était pas la même. Vraiment, la dynamique, elle change régulièrement. Vous avez des marchés plus nerveux, des périodes plus nerveuses, soit avec la géopolitique ou autre, et une stratégie qui marchait en 1980 ou en 2000 peut ne plus marcher en 2025. Et même de 2024 à 2025, ça peut beaucoup changer. Imaginez par exemple le marché en 2020,
quand le Covid est arrivé, c'était pas du tout la même dynamique qu'en 2019. Et je pense que quand le Covid s'est arrêté, en tout cas quand on l'a calmé et que les marchés, enfin que les gens ont continué à travailler, ont repris les activités, je pense que ça avait rien à voir avec l'année 2020. Donc attention aux stratégies, il faut vraiment être open. C'est pour ça que je vais rajouter 3 paramètres dans cette stratégie pour avoir des moyens de régler. Comme je vous ai dit, quand vous avez une stratégie qui est indiquée avec, par exemple là, 4 indicateurs, évitez d'en remettre. Évitez d'en remettre. Les seuls que je vous propose de remettre, c'est des indicateurs, enfin c'est plutôt du graphisme là avec Fibonacci par exemple, et vous avez potentiellement dans Bill Williams, vous avez le fractal. Alors c'est un indicateur qui n'est pas vraiment indicateur, mais en tout cas ça vous repère les points hauts qui sont entourés donc par 2 bougies plus basses ou les points bas entourés par 2 bougies plus hautes. Ça peut être une indication surtout pour trouver plus rapidement les stops potentiels. Voilà, typiquement, vous voyez ici, voilà, j'aurais ouvert ici, moi. Là, avec cette flèche-là, j'aurais ouvert. Mais si on attend là, ben, en fait, on a l'information puisqu'on est entouré par 2 bougies plus hautes. Et le stop, il est là, quoi. On se pose aucune question. Donc, évitez de rajouter des indicateurs sur des indicateurs. Évitez aussi, et ça, alors, par expérience, c'est mon gros problème. Je rajoute un indicateur parce que je trouve qu'il manque une information. Et puis, finalement, je trouve que les indications, les indicateurs de base de la stratégie n'étaient pas forcément si pertinents. Donc, je les retire. Mais du coup, il faut que je rajoute autre chose. Et à la fin, j'ai complètement une autre stratégie. J'explose tout. Je me dis, c'est la stratégie à 3 moyennes mobiles plus le MACD. Et dessus, vous avez peut-être le SAR, la DX et puis complètement autre chose. Donc, ça n'a rien à voir. Ça, faites gaffe. Si vous testez une stratégie, vous gardez les indicateurs mis dans la stratégie. Vous les gardez. Vous relisez X fois les articles, vous cherchez des compléments d'information pour voir si des gens ont ajouté des contrôles, mais vous gardez les indicateurs qui ont été mis à l'origine dans cette stratégie. Si ça a été fait, si ça a été montré avec des situations gagnantes, c'est qu'il y a quelque chose. Ensuite, c'est juste votre mode de filtrage qui va tout changer. Et vous pouvez voir que ici, si je veux vraiment gérer cette stratégie Centaurus en faisant une stratégie qui soit réellement gagnante, je vais devoir mettre beaucoup de contrôles. Des contrôles sur des UT supérieurs pour regarder la tendance de fond, des contrôles potentiellement sur la forme des bougies, des contrôles sur les tendances, sur les supports et les résistances, sur des lignes obliques éventuellement, des supports obliques ou des résistances obliques. Et vous allez voir que finalement, c'est une stratégie qui, certes, a 3 moyennes mobiles et le MACD, mais pas que. Et tous les tests pour valider sur la bougie, mais aussi après, si je reprends l'exemple que j'ai dit ici, vous voyez, c'est pas sur la bougie que je prends l'ordre. Non, trop facile. Alors là, ça aurait pu marcher, puisque le stop était ici, boum ici, et on fermait là. Donc, cette situation est valable. Mais, ici, le stop, on voit quand même qu'il est grand. Si je le prends là avec le stop ici, je suis à 150 points à peu près. 150 points, où je vous rappelle que la stratégie indique qu'on fait du ratio de 1 pour 3 facile. Je suis à 300 là, j'ai fait du 1 pour 2 là. Et même en allant plus loin, bah, ça va pas beaucoup plus loin. Donc quelque part, voilà, c'est raté. Le stop est grand, donc le take profit sera vraiment très très loin. Par contre là, à partir de là, je cherche la vraie opportunité par rapport à d'autres contrôles, à des bougies, là, à des ratios Fibonacci, bon c'est l'exemple que j'ai trouvé parce que c'était très parlant quand même visuellement, ou à des formes autres, et ici je décide de faire quelque chose de vraiment calculé, travaillé, réfléchi. Donc on n'est pas forcément sur la bougie de la stratégie, on est sur à partir de là, à partir de la bougie, qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait confirmer cette bougie?
ou ne pas la confirmer. Là, par exemple, on est loin d'être confirmé. Bon voilà, c'était juste ça, j'avais envie de vous dire parce que toute la semaine j'ai bossé sur les stratégies et sur les codes et je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être des choses à dire. Surtout que je pouvais pas, j'ai essayé pas mal de choses, j'ai regardé encore X fois la stratégie pour me dire mais qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'ai fait de mauvais qui je veux bien moi que ça fasse pas 98%, mais pas à ce niveau-là. Là, on est très 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 bas et ça n'a aucun sens. Donc, il y a quelque chose à ajouter et je pense que si on travaille sur les modes de validation, ça peut servir pour toutes les stratégies. Et je pense que je vais devoir faire quelque chose sur le sujet. Donc, on verra dans une prochaine vidéo. Bon, d'ici là, vous n'oubliez pas le partage, le like, vous avez l'abonnement. Bientôt, très bientôt, là je suis en train de tester, le serveur Discord va arriver, donc il y aura moyen de s'abonner sur le serveur et d'avoir accès à tous les échanges. Alors j'espère qu'il y aura du monde pour plusieurs sujets. Il y aura le sujet donc de raconter en fait les expériences qu'on a sur les marchés, donc partager typiquement là une analyse, pourquoi pas. Il y aura aussi ceux qui apprennent le trading, qui viendront d'autres, enfin pas de la chaîne mais d'ailleurs, qui pourront aussi échanger. On aura aussi ceux qui font du codage. En fait, c'est toutes les personnes qui sont intéressées par le trading, qui travaillent sur MetaTrader 4 et 5 ou autres, on s'en fout, hein, on n'est pas, on n'est pas sectaire, et ceux en fait qui veulent réussir à trouver des solutions et à trouver le moyen de gagner un peu de thunes avec les marchés financiers. Voilà, voilà, voilà. Et puis, ça sera aussi un moyen de partager les idées, les échanges et de peut-être de chacun de nous s'enrichir. Bon voilà, vous avez à peu près tout en main maintenant pour justement essayer de comprendre une stratégie et surtout ne pas vous faire avoir par les flèches montantes ou descendantes en disant super, je suis sur l'opportunité rêvée, je prends, j'achète, je vends. Non, faites extrêmement attention. Maintenant, on va voir un peu le côté psychologique de cette vidéo. Premièrement, on trade sans opinion. C'est pas parce qu'on est sûr et certain que le marché va monter qu'il va monter. Le marché, il se fout complètement de vos opinions. Vraiment. Donc attention, quand vous voyez une grande bougie, ça peut être de la manipulation de marché. Ça arrive de temps en temps, pas tout le temps heureusement, mais il faut être attentif et attendre des confirmations. Ensuite, une autre chose, il faut être vraiment agressif quand on gagne. C'est-à-dire qu'on peut avoir une position et dès qu'elle est protégée, on met à break-even. Et pourquoi pas, on renchérit suivant une autre opportunité dans le même sens. Et ce qui fait qu'on a une multiplication des gains et on peut vraiment, là par contre, quand ça se passe très très bien, hein, mais vous pouvez vraiment engranger de très très gros résultats sur un mouvement qui peut durer avec 2-3 corrections dedans. Moi, mon meilleur résultat, c'est 15%. 15% du capital. Hein. Sur un trade, c'était sur le Dow Jones. Dow Jones, le marché, il est parti. J'ai été aidé. J'ai été aidé par quelqu'un qui m'avait dit, bah là, achète, là on est bien sur un truc complet. J'ai acheté et après, j'ai renchéri régulièrement. Et je me suis fait plus 15% de capital. Donc si on est agressif quand le marché, enfin quand on est en gain, par contre, on doit impérativement réduire les pertes au maximum quand on commence à perdre. Faut pas s'auto-convaincre que le marché va revenir dans la direction que l'on veut. Non, le marché, il fait ce qu'il veut, pas ce que vous voulez. Donc dès qu'on a commencé à avoir des pertes, déjà, on a un stop loss qui nous limite le taux de perte, mais si on voit vraiment que le marché part à l'envers, c'est pas la peine d'insister, même si ça peut repartir, mais voilà, faut être prudent, c'est le mot que je cherchais, prudent. Et puis, autre chose aussi, c'est la discipline et la gestion du risque. Voilà, on écrit une stratégie, on écrit des règles. Alors, Centaurus, ça peut être une très très bonne stratégie malgré tout, attention. Je vous ai montré la réalité, justement, je ne veux pas vous vendre du rêve. Je ne veux surtout pas faire de vidéo pour vous vendre du rêve. Ça ne sert absolument à rien, ça va même peut-être plus vous emmerder et vous faire perdre qu'autre chose. Donc même si la vidéo n'a pas forcément été appréciée parce que j'ai pas vendu du rêve, je m'en félicite parce que je ne veux pas le faire. Donc, on est discipliné sur ce qu'on a fait comme stratégie et sur les règles d'entrée en position. Et surtout, on a une gestion du risque en gardant toujours
un niveau de risque, un niveau de perte limité pour ne pas partir dans les choux et de perdre son capital. Ensuite, pour ceux qui veulent faire du scalping comme ce fameux Paul Rotter, 180 000 petits trades comme ça, enfin petits trades, voilà, d'accord, on s'entend, 180 000 opérations par jour. À l'époque, il faut bien revenir, à l'époque, il n'y avait pas le trading algorithmique comme il y a aujourd'hui. Donc on pouvait faire du scalping à la main comme ça assez rapidement, sans forcément être emmerdé. Bon, aujourd'hui, si vous connaissez, il y a Benoît Rousseau qui fait du scalping, il fait encore des sessions, mais il a bien baissé, même s'il fait des fois des sessions vraiment de fou, mais par contre il finit crevé et il monte pas à 180 000 positions travaillées comme ça, hein. Il respire entre temps et puis il peut pas tenir aussi longtemps. Le marché vraiment aujourd'hui, il est contrôlé par des algorithmes et ça va à la milliseconde, voire à la nanoseconde. Donc vous imaginez bien que vous, avec votre clavier et tout ça, et votre réseau, vous irez pas aussi vite. Donc le trading à haute fréquence, qu'on appelle le THT, THF, ça existe, mais il faut être à 2 pas du marché. Enfin, je vais faire une vidéo d'ailleurs sur le sujet, c'est prévu, mais c'est pas pour un trader particulier. Ensuite, les réglementations ont évolué ou ont changé. C'est qu'en fait, ce que faisait Paul Rotter, c'est qu'il faisait de l'illégalité. C'est qu'il mettait un ordre en situation d'attente à un prix prédéterminé et il l'annulait juste avant. Ça, aujourd'hui, c'est illégal. Donc déjà, bon, avec un compte de 1000 ou 2000 euros, même 10 000 euros, vous ne ferez pas beaucoup vibrer le marché, hein. Donc déjà, bon, c'est réservé à des gens qui ont vraiment des très gros capitaux, mais cette stratégie, cette méthode, aujourd'hui, est illégale. Donc ne tentez même pas de le faire. Même si vous, avec votre capital, peut-être vous pouvez, ça ne va pas forcément attirer le regard. C'est à peu près tout pour la vidéo. Maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est, n'oubliez pas, hein, vous likez, vous partagez. Vous avez le lien Discord. Ah yeah, c'est en place. Donc vous pouvez aller dans la description. J'ai un lien Discord pour faire juste la visite. J'ai aussi un abonnement. Alors, soit vous avez rejoindre, le bouton rejoindre sous la vidéo pour pouvoir vous abonner à un des 3 styles d'abonnement qui existent aujourd'hui. Et vous avez aussi Patreon, bon. C'est un site en fait qui fait la même chose que YouTube au niveau des 3 types d'abonnements, et avec ça vous pouvez avoir l'accès à Discord, mais en pouvant poster soit du texte, des images, et même un super abonnement où là carrément je vais partager mes stratégies, je vais partager mes travaux au niveau codage, au niveau plein de choses. Ah, franchement voilà, ah yeah, c'est bon, c'est enfin en place, donc profitez-en. Bon, maintenant, d'ici à ce qu'on se retrouve sur Discord, moi je vais vous laisser partir dans vos activités. Faites gaffe à vous sur les marchés, et puis à très bientôt!